On va en parler de Michel Barnier, qui était, vous le disiez hier au 20h de France 2. Il a présenté les grandes lignes de sa politique. On voit ça avec Flora Sauvage. Au lendemain de la nomination de son gouvernement, Michel Barnier promet qu'il n'y aura pas de hausse d'impôts, sauf pour les plus riches. Je ne vais pas alourdir encore l'impôt, ni sur les gens qui travaillent, ni sur les classes moyennes. Mais je ne vais pas exclure dans l'effort national qu'il faudra faire pour redresser la situation. Je ne vais pas exclure que les personnes les plus fortunées participent, comme certains balles, ils font partie de la communauté nationale. Concernant la très controversée réforme des retraites, dont l'abolition est réclamée par la gauche, le Premier ministre veut apporter sa touche. Au-delà de l'âge de retraite, ce qui est important, c'est qu'il y a beaucoup de progrès possibles sur la prise en compte de la pénibilité des mères de famille, sur les carrières longues. Je veux donner du temps, et on prendra le temps d'améliorer cette réforme. Sur les grandes lois sociétales, comme la PMA ou le mariage pour tous, le successeur de Gabriel Attal a tenu à rassurer, alors que plusieurs ministres conservateurs sont entrés dans son gouvernement. S'agissant des grandes lois de progrès social ou sociétal, je parle évidemment de la loi de Simone Veil. J'ai eu l'honneur d'être son collègue au gouvernement, qu'il s'agisse du mariage pour tous ou de la PMA dans les dernières dispositions de 2021, elles seront intégralement préservées. Enfin, interrogé sur la nomination de Bruno Retailleau à la tête du ministère de l'Intérieur, qui serait un gage pour le Rassemblement national en raison de ses positions extrêmement fermes sur l'immigration, Michel Barnier assume. Mais c'est un gage donné aux Français. Cette question de la sécurité publique, pas seulement dans les quartiers, mais aussi de plus en plus dans les régions rurales, de l'insécurité publique, la capacité d'intégrer les étrangers qu'on veut accueillir chez nous et de ne pas accepter tout le monde, de pouvoir contrôler nos frontières qui sont souvent des frontières passoires. Alors que de nombreux dossiers urgents attendent d'être tranchés, un premier conseil des ministres du gouvernement Barnier doit se tenir ce lundi après-midi à l'Élysée. Françoise Degois, on a l'impression hier que Michel Barnier il a voulu envoyer des signaux à un peu tout le monde. Est-ce que ça peut être un Premier ministre de rassemblement? Non, bien sûr que non, parce que tout le monde, autant te dire personne. Non, mais je veux dire par là, le discours sur l'immigration, il faut être ferme et humain, ça fait 45 ans à peu près, ou 50, hein, si on a un peu de recul, qu'on l'entend. Se sentir obligé, quand même, c'est là que c'est extrêmement grave. Si vous avez passé un mauvais week-end, pensez à ce qu'a pu passer comme week-end un électeur de gauche quand samedi soir, il a découvert ce gouvernement. Imaginez quand même qu'il y a 7 millions de gens qui ont voté pour la gauche, 9 millions pour le RN, mais pour la gauche, il se retrouve avec Bruno Retailleau battu, formation archi-battue à 2 reprises cette année, et ce gouvernement avec des gens qui ont voté contre le délit des thérapies de conversion, qui, à mon avis, sont encore plus graves que d'être contre le mariage pour tous. Et imaginez quand même, donc vous avez un Premier ministre qui vient faire le service après-vente parce qu'il a besoin d'essayer de s'assurer, il y aura une motion de censure déposée après le discours de politique générale, mais le plus important qu'on attend tous, c'est le budget. Il distribue à tout le monde, et si possible, à ceux sans lesquels il ne peut pas gouverner, c'est-à-dire le Rassemblement national. Mais ça n'est pas tenable. Oui, on va améliorer la réforme des retraites. Autant dire, promenons le chien ensemble. Ça veut dire quoi? On va améliorer la réforme des retraites. Bruno Retailleau, il était pour 67 ans. Michel Barnier, lui-même. On va être ferme sur l'immigration. Michel Barnier, c'est celui qui voulait un moratoire. Il voulait la fin du regroupement familial. Il voulait la fin de l'aide médicale. On ne peut pas faire n'importe quoi. Comment voulez-vous qu'une partie des macronistes acceptent cela? Donc, il a dressé un tableau absolument idyllique dont il ne va rester que les promesses qui, vous le savez, n'engagent que ceux qui les écoutent. Non, je crois que l'erreur majeure de Françoise Degois, c'est toujours d'avoir une vision en regardant le rétroviseur. Il faut surtout pas regarder les rétroviseurs, chère Françoise. Et non, parce que c'est une ère nouvelle. Et même Michel Barnier, il va pas, vous rendez compte qu'il va pas aller au journal de 20h, il va pas aller se pointer à l'Assemblée nationale en disant j'interdis les thérapies de conversion. Non, mais c'est pas ce que je dis, hein. Ou alors il serait idiot, il irait au casse-pipe direct. Ce qu'il veut faire aujourd'hui, et il n'a pas le choix malheureusement, ça lui est imposé, essayer de naviguer et de marcher sur un fil en essayant de ne pas tomber. C'est ce qu'il va faire, et c'est ce qu'il va faire sur tous les sujets. Est-ce que vous croyez que si il n'était pas dans cette situation, il reviendrait sur la réforme des retraites? Bien sûr que non, puisque quand on est LR, cette réforme des retraites, et je crois qu'il en faisait partie, il serait même allé plus loin, lui. Donc là, il va être obligé de manger un peu son chapeau précédent. Mais voilà, mais tout en se disant qu'il ne peut pas revenir complètement non plus sur cette réforme.
C'est évident. Est-ce qu'il a donné des gages à la gauche? C'est pareil sur un tas de sujets. Ouais. Bon, après, il y a des sujets, je dirais, comme ce qu'a évoqué Françoise tout à l'heure, les crises, par exemple, dans les territoires d'outre-mer. Bon, là, il arrive vierge, je dirais. Oui, ça, je suis d'accord. On ne va pas lui faire un mauvais procès là-dessus. Il n'y a pas de. Non, il n'y a aucun procès d'intention à faire. C'est compliqué, ça va être très long. Oui. J'espère qu'on n'arrivera pas à la sécession avec certains territoires d'outre-mer ou départements d'outre-mer. Bon, voilà, la crise agricole, c'est aussi, il y a tout à faire. Mais est-ce qu'il a donné des gages à la gauche, Françoise? Parce que Yves parlait de la réforme des retraites, il y a aussi le fait qu'il n'est pas contre l'augmentation des impôts pour les plus riches. Est-ce que, quand même, c'est un signal qui est tombé? Moi, les amis, j'entends ce que dit Yves, le coup du Nouveau Monde, la page blanche, on ne va pas la faire à chaque fois. On est comptable de ce qu'on dit et de ce qu'on pense. On ne peut pas, moi je ne crois pas du tout aux mots et à cette stratégie hypnotique qui consiste justement, et vous avez raison, pourquoi vous ne faites marcher. pas à François Hollande le procès de la double nationalité? Mais je ne fais aucun procès à François Hollande. Alors vous ne me dites pas de regarder dans le rétro et vous... alors pourquoi vous ne le faites pas? Parce que je l'ai fait, j'ai fait le procès de François Hollande, me semble-t-il, qui est quand même mon ami, mon camarade. Quand même. Bien sûr, mais on peut être amis et critiquer. Honnêtement, soyons clairs, comment vous pouvez imaginer et croire une minute qu'on va pouvoir tout faire en même temps? On n'augmente pas les impôts, mais en même temps, on doit trouver 100 milliards sur 3 ans pour entrer dans les clous des 3%. On ne touche à rien. Qu'est-ce qu'il nous dit? On va peut-être taxer les grandes fortunes et peut-être les dividendes, mais enfin, qui peut croire qu'avec, sous la gouvernance du RN et la Macronie, qui peut croire que cela va aboutir? Vous savez très bien, Yves, et vous êtes suffisamment bon dans ces questions budgétaires, parce qu'il n'y a que ça, hein, la vérité d'un pays, c'est son budget. Vous savez très bien que le budget qui arrive est un budget de cauchemar. Vous savez très bien que c'est un budget de purge. Vous savez très bien qu'il est dans une quadrature du cercle. Je veux bien qu'il fasse la promotion de sa nomination, et c'est tout à fait normal. On est comptable de ce qu'on est. On tombe toujours du côté où on penche, comme le disait François Mitterrand. Et évidemment, ce gouvernement penche non seulement à droite, ça ne me dérangerait pas, il y a des gens fort aimables comme vous, mais il penche du côté le pire pour moi, c'est-à-dire le conservatisme le plus radical, encore une fois, sous la surveillance et le bon vouloir de Marine Le Pen. Quand Marine Le Pen dira « pouce », eh bien ce gouvernement tombera. La seule question, c'est quand est-ce qu'elle dit « pouce ». Alors, vous savez ce que disait De Gaulle. On ne fait de la bonne politique que dans la réalité. C'est vrai. Et la réalité, c'est pas aujourd'hui de revenir sur le mariage pour tous. C'est mais on n'a pas dit ça, mais c'est pas de fermer les frontières. Non, c'est pas du tout le sujet. Le sujet qui est devant, c'est de faire en sorte qu'il y ait une immigration qui soit davantage contrôlée. Personne n'est contre. Même l'électorat de la gauche, gauche, bien sûr. Qui ait une meilleure sécurité, personne n'est contre. Qui ait plus de pouvoir d'achat, bon courage, parce que ça, il faut trouver les leviers. Bien sûr. Qui ait moins de dettes. Et c'est vrai que cette dette, c'est quand même pas Michel Barnier qui est comptable de la dette qui aujourd'hui plane sur la France. Je suis d'accord avec ce que vous dites, Yves. Voilà. Mais la réalité, c'est que c'est une façon de voir le monde. Il y a deux façons de la voir. Vous ne pourrez pas voir la gauche, elle a gagné aussi avec un programme. Les cadeaux fiscaux qui ont été faits, 200 milliards à peu près aux entreprises. Rien gagné du tout. Écoutez, je veux bien qu'on recommence pas le débat sur qui a gagné. Généralement, quand vous faites une course et que bien sûr, et que le type, même à 1/100 de millimètre, voilà, il arrive, si vous voulez, le premier sur la ligne d'arrivée, on peut considérer qu'il a gagné. Tout s'est passé n'importe comment. Emmanuel Macron... C'est la faute du président de la République. Absolument, il a 100% de responsabilité là-dessus. Il fallait, dès le soir du 7 juillet... appeler la gauche... Voilà. Monsieur Jean-Luc Mélenchon. Mais moi, non, j'aurais voulu. J'étais pour Jean-Luc Mélenchon. La gauche ne voulait pas, même moi, la première. Mais oui, mais l'ordre. Il veut faire la pluie et le beau temps. C'est à lui d'être Premier ministre. Écoutez, moi, j'ai un grand regret, c'est qu'il ne soit pas Premier ministre. Écoutez, Yves, on peut faire de la provoque autant qu'on veut. La réalité, c'est que tout a été foutu cul par-dessus tête, parce qu'à un moment donné, Emmanuel Macron s'est dit, je vais être l'arbitre des élégances, donc je fais ci, je fais ça, je mets Cazeneuve, etc. On arrive à cette situation on ne peut pas se faire lundi matin, dormir tranquille, analyser tranquillement, alors Barnier, sa politique. Non, ce qui s'est passé, c'est un coup de force politique, et ce coup de force-là, même si sur les plateaux, il est euphémisé dans une espèce de ouate, c'est oui, c'est la maison dans la prairie, le macronisme, et Barnier va tout changer, eh bien la réalité, c'est que dans ce pays, il y a une fracture, et vous le savez très bien, Yves, vous êtes trop fin observateur pour ne pas savoir ce qui s'est passé depuis avant-hier quand même, et pour ne pas savoir les conséquences que ça aura. Il y aura des conséquences. On ne va pas tout édredonner, je le redis, j'adore les néologismes, excusez-moi, parce que d'un seul coup, on a décidé que Barnier devait réussir. Il va rater, c'est écrit.
Alors, c'est pas forcément l'avis de Jean-Pierre Raffarin. On va l'écouter. Il était l'invité hier du grand jury. Le président n'a pas de majorité. Le Premier ministre n'a pas de majorité. Les deux grands groupes de l'opposition n'ont pas de majorité. Personne n'a de majorité. Donc la situation est explosive. On a deux logiques différentes. LFI est dans la logique de la radicalisation, de la provocation. Et on a le RN qui est dans la logique de la notabilisation. Donc je pense que je ne vois pas aujourd'hui ceux qui veulent apparaître comme des gens responsables, le RN, aller voter avec ceux qui sont dans la provocation. Donc le gouvernement tiendra. Moi, je voudrais juste, si on pouvait s'éviter des débats stériles, j'en ai marre qu'on ramène la gauche à LFI. Le PS a rééquilibré, ils sont à peine à 5 députés de LFI. Le PS avec les Verts et le PC, coalition historique de la gauche, si on devait partir à une présidentielle, sont très largement 3 fois au-dessus de LFI. Donc je comprends bien le jeu politique de ramener en permanence Mélenchon-Le Pen, mais ça n'est pas ça le sujet. Ça n'est pas le sujet. Je ne sais pas ce que fera Marine Le Pen. Je pense que la gauche va prendre ses responsabilités. La première motion de censure sera défendue par le Parti socialiste et pas par LFI. Si LFI était si puissant, Jean-Luc Mélenchon serait déjà Premier ministre. Il n'y aurait eu aucune discussion pour savoir qui était le candidat. Si LFI était aussi puissant, eh bien, il n'aurait pas rendu 150 circonscriptions. Et si LFI était aussi puissant, c'est LFI qui défendrait la motion de censure. Ça n'est pas le cas. Oui, moi j'ai beaucoup de mal à voir où habite le Parti socialiste. Pour moi, c'est un astre mort qui n'existe plus. Personne ne dit la même chose, personne ne pense la même chose. Alors il y a les suceurs de roue de Jean-Luc Mélenchon avec Olivier Faure, et puis il y a ceux qui veulent prendre leurs responsabilités, mais pas jusqu'au bout. Parce que il faut qu'ils se bouchent le nez, il faut que pour aller dans une autre voie. Donc le Parti socialiste, pour moi, c'est une énigme, c'est une grande énigme. Qu'est-ce qu'ils font ? Comment ils s'affirment par rapport à Jean-Luc Mélenchon ? Moi, je vois que c'est Jean-Luc Mélenchon qui mène la danse. Alors, c'est absolument... Donc, pardon, mais il mène la danse pour vous, parce qu'il parle plus fort. Excuse-moi. Mais vous avez beaucoup de mal, justement, parce qu'il parle plus fort. Vous avez beaucoup de mal. Non, mais moi, je pense la réalité... Vous, les soutiens... et les supporters du Parti socialiste. Bien sûr. Vous avez beaucoup de mal à nous savoir. Nous n'avons aucun mal. Vous savez, de mal à savoir de quel côté de la route. Non, moi je sais marcher. très bien de quel côté il faut marcher. La gauche sans l'union ne gagne pas, d'accord. Et vous êtes prisonnier de LFI. LFI n'est pas que Jean-Luc Mélenchon ou le Quatuor infernal. Je vous le dis tout de suite. LFI, c'est des milliers. Il y a les dissidents dont on n'a toujours pas compris d'ailleurs pourquoi ils étaient dissidents. Très bien, ils font autant de bruit quasiment que Jean-Luc Mélenchon. Juste, on regarde en direct les images de Matignon, le séminaire gouvernemental qui est en cours. Je veux juste dire un mot à Yves. Pour un parti mourant, il est passé de 29 députés à 66 députés. Pour un parti mourant, il a multiplié par 2 le nombre de gens qui ont voté. Donc je veux bien qu'on soit dans cette caricature d'un parti ficelé qui ne sait pas où il habite. Il sait très bien où il habite, le Parti socialiste. Au barycentre, à gauche de la social-démocratie. Point. Alors s'il était au barycentre de la social-démocratie, il n'œuvrerait pas comme il l'œuvre aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est un parti de commentateurs, emmené par François Hollande, qui s'est sans doute trompé de métier d'ailleurs, qui serait un excellent commentateur. Mais il a été président quand même. Mais je suis désolé. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait comment il se distingue de la France insoumise? Allez, on va revenir au gouvernement. On aura un autre débat sur le PS avec vous. Sur la gauche, j'adore. On va revenir sur le RN, puisque vous en parliez. On va écouter Laurent Jacobelli, porte-parole du Rassemblement national, qui était l'invité ce matin de la matinale de TF1. C'est une fusion-acquisition de la Macronie sur les anciens LR. Un navire ivre qui allait couler, eh bien, ils ont été rescapés, rachetés à peu de frais par la Macronie. Et donc, finalement, ils seront aux ordres. Grosso modo, on a à peu près les mêmes équilibres. On a simplement quelques changements de nom. Certains, d'ailleurs, restent en poste. Et honnêtement, très peu de changements politiques à attendre. Alors le RN qui est très critique avec ce gouvernement, on entend Laurent Jacobelli, mais qui dans le même temps dit qu'il n'y aura pas de censure immédiate, mais ce gouvernement n'a pas d'avenir, c'est ce que dit Jordan Bardella. Marine Le Pen va les faire danser, je serai Marine Le Pen, excusez-moi, je savourerai mon plaisir, honnêtement. Tout ce pays s'est mobilisé depuis des années contre elle, et finalement, elle est l'arbitre, mais plus que l'arbitre. Ce gouvernement ne devra sa survie qu'au Rassemblement national. Point barre. Quand on fait le procès à la gauche de ne pas avoir voulu participer, elle est cohérente à gauche. Mais je note, mais je parle peut-être sous votre contrôle, je sens quand même 2 lignes qui sont en train quand même de se dessiner. Il y a la ligne Bardella, il y a avec Sébastien Chenu, j'écoutais Philippe Ballard aussi, sont une ligne.
ils n'ont pas d'avenir, une ligne, on leur tranche très vite la tête. Et puis, il y a la ligne plus en responsabilité, plus prudente, plus en circonvolution de Marine Le Pen, qui est partagée, je pense, entre le désir de faire tomber ce gouvernement et l'idée de notabilisation. Excusez-moi, c'est un petit feu ce matin. L'idée d'être une femme sérieuse qui donne sa chance. Mais, ok, ça peut passer sur le discours de politique générale. Je ne sais pas si ça passera sur un budget d'austérité. Comment elle vendra ça à sa base sociale? On va parler du gouvernement. Un gouvernement, Alex, qui compte beaucoup de sénateurs. Ils sont rentrés en force. Et oui, Oriane, jamais dans l'histoire récente, il n'y a eu autant de sénateurs dans le gouvernement. Au total, 10 sénateurs sont nommés dans l'équipe gouvernementale de Michel Barnier, dont 6 venant de la droite sénatoriale. Alors d'abord, il y a 2 figures du Sénat. Bruno Retailleau, on en a beaucoup parlé. Il préside le groupe Les Républicains au Sénat. Il est nommé ministre de l'Intérieur. Et puis, il y a François-Noël Buffet. Il préside la commission des lois du Sénat et il devient ministre des Outre-mer avec sur son bureau des dossiers brûlants, la situation en Martinique et en Nouvelle-Calédonie. François-Noël Buffet qui connaît bien le dossier calédonien puisqu'il a participé à une mission d'information du Sénat sur l'avenir institutionnel de l'archipel. Et puis 4 femmes membres ou rattachées au groupe Les Républicains du Sénat. Elles font leur entrée au gouvernement. D'abord Laurence Garnier, sénatrice de Loire-Atlantique. Elle est nommée secrétaire d'État à la consommation. Alors la semaine dernière, elle était pressentie au ministère de la Famille, mais face aux critiques sur son profil trop conservateur, c'est finalement la sénatrice Agnès Canayer qui va hériter de ce portefeuille. Agnès Canayer qui est une proche d'Édouard Philippe. Sophie Primas qui a été l'ancienne présidente de la commission des affaires économiques du Sénat. Elle est proche de Gérard Larcher et elle devient ministre déléguée chargée du commerce extérieur, tandis que la sénatrice Les Républicains de Paris, Marie-Claire Carrère-Gée, qui connaît bien Michel Barnier, eh bien, elle s'occupera de la coordination gouvernementale. Alors, un ministère étonnant. On a hâte de voir les missions qu'il recouvre. Des sénateurs plus centristes font également leur entrée. Oui, puisque la sénatrice UDI d'Ille-et-Vilaine, Françoise Gatel, est nommée au ministère chargé de la ruralité. Un poste logique, puisqu'au Sénat, Françoise Gatel présidait la délégation aux collectivités territoriales et elle a beaucoup travaillé sur ces questions, notamment sur les violences faites aux élus locaux. Nathalie Delattre, la sénatrice de Gironde, membre du parti radical, va occuper peut-être l'un des ministères les plus compliqués dans cette période, le ministère des Relations avec le Parlement. Elle devra faciliter le dialogue entre l'exécutif et une Assemblée nationale sans majorité. Un sénateur macroniste fait aussi son entrée au gouvernement. Il s'agit du sénateur de Mayotte, Thani Mohamed Soilihi, qui devient secrétaire d'État chargé de la francophonie. Et puis on l'oublie souvent, mais le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, a été élu sénateur en 2020. Alors jusque-là, il a toujours été ministre, donc il n'a jamais siégé encore à la Haute Assemblée. Ouais, jamais autant de sénateurs dans un gouvernement récent. C'est un signal envoyé au Sénat, au territoire et peut-être aussi à Gérard Larcher. C'est la voie de la sagesse, alors. C'est l'heure sur les sages. Oui, bah alors, c'est dû au fait que je pense qu'il y a des... Effectivement, c'est la voie du dialogue quand même, parce que les sénateurs, quoi qu'on dise, c'est la culture du dialogue, la culture du compromis, beaucoup plus qu'à l'Assemblée nationale, où l'Assemblée nationale, il y a non pas une culture, mais une tradition de l'affrontement qui est beaucoup plus féroce et qui est beaucoup plus apparente. Alors, peut-être est-ce dû à cela, c'est dû peut-être aussi au fait que Michel Barnier, qui a été sénateur, a quelques affinités avec certains d'entre eux. Voilà, on va voir. Bon, il ne faut pas en tirer de conclusions hâtives. Maintenant, on va les voir à l'œuvre et à l'action. C'est ça qui est important. Mon sentiment est quand même que j'espère qu'il réalise bien qu'est-ce que c'est le chaudron de l'Assemblée. Je dis pas, je méprise pas du tout en disant cette espèce de le calme plat, vous auriez le déjeuner sur l'herbe, s'il vous plaît, ce serait le Sénat, et le radeau de la Méduse, ça serait ou le pont d'Arcole, vous voyez, ça serait l'Assemblée. Mais on n'en est quand même pas loin. On a beaucoup suivi tous les deux des débats parlementaires. Quand ça part, c'est beaucoup plus feutré ici, on s'enfonce un peu dans les moquettes, c'est moins violent. Même si le Sénat fait beaucoup de politique, je trouve, depuis des années, et est un véritable contre-pouvoir. Donc, j'espère simplement qu'ils ont tous pris la mesure de ce que va être le momentum parlementaire. On a connu des momentum parlementaires très durs. Je me souviens du débat sur la Corse, alors le débat sur le Pacs. Alors là, ça a atteint tous les niveaux, mais il y a eu des débats extrêmement difficiles quand les communistes refusaient de menacer
menacé de ne pas voter le budget avec Jospin, etc. Il y a eu des moments très violents. Le mariage pour tous. Il y a le mariage pour tous. Les retraites, quand même. Oui, retraite. Mais là, si vous voulez, je pense qu'on rentre dans un moment, il va falloir avoir, comment dirais-je, de la tripe, il va falloir avoir de la caisse et de l'encaisse. Je pense qu'ils vont aller dans le bain, mais peut-être qu'ils sont un peu frais. Courage aux relations avec le Parlement. Est-ce qu'il y a un sénateur chargé des relations avec Emmanuel Macron? Juste pour conclure, pour y voir plus clair, Alex, vous nous dites un petit mot sur les prochaines étapes, l'agenda du gouvernement dans les semaines à venir? Oui, alors on va monter crescendo dans les difficultés avec aujourd'hui un conseil des ministres à 15h. La semaine prochaine, la déclaration de politique générale le mardi 1er octobre de Michel Barnier, suivie le même jour d'une motion de censure déposée par la gauche. Alors, sauf coup de poker du Rassemblement national, cette censure ne devrait pas être adoptée. Et puis, dans 2 semaines, normalement, le gouvernement doit présenter le budget 2025 et il va falloir combler le déficit qui se creuse. Et puis, enfin, là, on est encore sur un autre niveau de difficulté. Le 31 octobre, c'est une date qui est cochée à l'agenda gouvernemental. Eh bien, les députés débattront de la proposition de loi d'abrogation de la réforme des retraites, texte déposé par le Rassemblement national et qui, sur le papier, a des chances de passer, même si la gauche refuse par principe de voter un texte RN. Merci pour ce point. Vous viendrez en débattre, j'espère. Avec plaisir. Vous restez avec nous. On continue à parler du gouvernement Barnier puisque c'est à la une de la presse régionale. Et Alex, beaucoup de journaux régionaux reviennent sur l'interview de Michel Barnier hier soir. Et oui, puisque c'était la première interview de Michel Barnier depuis la nomination de son gouvernement. Le Premier ministre fixe ses priorités et donne quelques précisions sur les chantiers qu'il compte mener. En premier lieu, le redressement de nos finances publiques avec une baisse des dépenses qui est prévue et peut-être une hausse des impôts pour les personnes les plus riches. Ce Premier ministre, issu des Républicains, a indiqué que, je cite, « nous n'étions pas en cohabitation ». C'est ce que retient le journal Le Maine Libre. Il souhaite agir en bonne intelligence avec Emmanuel Macron et les députés du camp présidentiel. Mais pour le journal La Dépêche du Midi, Michel Barnier est malgré tout sous pression, car il sera toujours sous la menace perpétuelle d'une censure des députés de gauche et du Rassemblement national. Et parce que la coexistence entre les macronistes et des ministres, les républicains qui revendiquent une position de droite dure et conservatrice, n'est pas vraiment acquise. Et puis Emmanuel Macron aura toujours tendance à vouloir garder le contrôle sur ce gouvernement, nous rappelle dans les colonnes de La Dépêche le politologue Benjamin Morel, qu'on connaît bien dans cette émission. Effectivement, dans ce nouveau gouvernement, le Dauphiné libéré se réjouit que beaucoup de ministres soient issus des Alpes. Ah oui, 4 ministres issus des Alpes, un de la Drôme. Alors ce n'est pas un hasard puisque le Premier ministre lui-même est un Savoyard. Le numéro 2 de ce gouvernement, Didier Migaud, nommé ministre de la Justice, a été par le passé élu socialiste de l'Isère. Et puis il y a un Haut-Savoyard dont on parle beaucoup dans cette nomination du nouveau gouvernement. C'est Antoine Armand qui devient ministre de l'économie et des finances à seulement 33 ans. Une autre Savoyarde, Marina Ferrari, reste secrétaire d'État, mais elle passe du numérique au tourisme. Elle est issue des rangs du MoDem. Et puis Olga Givernet, une fidèle macroniste, députée de l'Ain depuis 2017, sera en charge de l'énergie. Et puis enfin, on peut citer le maire de Valence, Nicolas Daragon, proche de Laurent Wauquiez, et qui devient ministre de la Sécurité du quotidien. Et Nicolas Daragon, qui n'est pas le seul élu local. Dans ce gouvernement, d'ailleurs, les élus locaux qui ont besoin de soutien alertent le Populaire du Centre. Et oui, quand nos maires n'en peuvent plus, titre le journal de la Haute-Vienne, puisqu'une étude sur la santé mentale des maires montre que ce mandat apporte de la satisfaction à 2/3 des élus interrogés, alors que le tiers restant exprime dans cette étude un sentiment d'épuisement et même 3,5% des élus interrogés seraient proches du burn-out. Donc redonner des moyens d'agir à ces élus, ce sera la mission de Catherine Vautrin qui a été nommée ministre en charge du partenariat avec les territoires. On finit par du foot, comme tous les lundis, la une de la Provence. Et oui, Oriane, alors tous les matins à 5h du matin, vous avez le sourire, mais là aujourd'hui c'était particulièrement marqué après la victoire de l'Olympique de Marseille qui a remporté le match qu'on appelle l'Olympico, c'est-à-dire le duel tant attendu face à l'Olympique lyonnais. Un match complètement fou. L'OM a été rapidement réduit à 10. Les Lyonnais pensaient arracher le point du match nul à la 93e minute, mais c'était sans compter sur le but marseillais à la 95e. Et donc Marseille qui est en tête du classement, mais qui partage la tête du classement avec Paris. On a passé une bonne soirée, Françoise. À jamais les premiers. Que vous le vouliez ou pas, le PSG dans les choux de toute façon, car à jamais les premiers.
premier. Elle est pire que moi, en fait. Ah, je suis de l'eau et mienne, mais alors, historique. La une du Figaro, c'est Michel Barnier. Pour Michel Barnier, le plus dur comment? Tout est dit. Ouais, avec un édito qui est signé Yves Tréhard, d'ailleurs. Excellent édito. Ah, vous avez trouvé? Oui. Mais comme tous vos éditos. Bah, c'est gentil. Bon, mais malheureusement, il est de droite, mais il est très bon. Merci à tous les deux. Merci Françoise, merci Yves, merci Alex, merci à tous de nous avoir suivis.